Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de refabrication de synthétiseurs et essentiellement de ce qui se passe un petit peu dans le monde de la refabrication. Alors moi, j'ai évolué là-dessus. Au départ, j'étais totalement contre, hein. Ça m'emmerdait beaucoup d'avoir des refabrications, mais il faut bien se dire une chose, et ça, je l'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, le marché vintage des vraies marques avec les vrais produits sont devenus tout simplement délirantes, hein. Il n'est pas rare de voir un module Eramoog vendu 1500 voire 2000 euros d'occasion avec marqué à réviser dessus. Donc je veux bien, mais au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question de la légitimité entre le plaisir de faire du son et le plaisir du collectionneur. Ce sont deux choses, à mon avis, qu'il faut différencier dès le départ. Si je veux de la collection, ça ne me gênera pas de les mettre, mais si je veux faire le son, ça me gênera de les mettre. Donc, sont arrivés une pléthore de gens qui ont refait des modules, et finalement, c'est plutôt bien. Surtout quand c'est fait en mode artisanal, par des gens qui font des petites fabrications, qui sont capables de monter quand même des modèles 55, hein, c'est quand même pas n'importe quoi, hein, c'est quand même les grosses armoires Moog, c'était pas n'importe quoi non plus, hein, c'était, attention, c'était vraiment du sérieux. Donc je pense on a quelqu'un là qui vit dans les Charentes, qui fait ça très bien et qui a fait de très très bons modules, qui a aussi respecté parfaitement le cahier des charges Moog, qui n'a pas bidouillé de trop les schémas, ou même pas du tout, je crois, sur certains modules, ils sont vraiment authentiques. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus les composants d'époque et qu'il a bien fallu les remplacer par les valeurs identiques, mais avec des fabrications différentes, ce qui a donné aussi lieu à un gain de place, ce qui n'est pas mauvais. Donc ça, pour moi, je suis vraiment pour, et j'encourage d'ailleurs, si tu me regardes, de continuer à en faire. Je sais que tu fais de la RP 2500, du PPG, et tu vas peut-être glisser vers autre chose, mais surtout continue de le faire, parce qu'en général, tes modules font l'unanimité sur ceux qui te les achètent. Voilà, donc ça, ces gens-là, pour moi, ils ont quand même mon profond respect. Refaire un mini-Moog, il y a aussi des gens qui le font avec talent, c'est-à-dire qu'ils vont chercher un clavier, qui vont 3 octaves et demi, hein, et qui vont aller chercher également la boiserie, qui vont aller chercher également le système de couvercle, qui vont refaire la façade avec du Lexan ou je ne sais quoi, ou quelques films plastiques, ou même en tôle imprimée. C'est gonflé, hein. Quand on voit le boulot que c'est, je vous le dis, c'est gonflé, hein. Parce que faire un synthétiseur, c'est tout sauf facile. Et les refaire, c'est encore plus difficile des fois, parce que si vous voulez vraiment être conforme au schéma d'origine, vous allez avoir de sacrés problèmes, hein, entre autres sur les transistors 700, je sais plus combien c'était là, ceux qui sont chauffés, etc. J'ai plus la référence en tête, mais pour justement maîtriser la dérive, vous serez très embêté. Il n'y en a plus. Et tout ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est des fakes. Alors on en trouve encore, mais enfin bon. Après, on va retomber dans le problème du raisonnable et du pas raisonnable. Enfin, ceux qui veulent un mini-Moog aujourd'hui peuvent avoir une refabrication à quasi identique de celle qui a été faite par les ateliers Moog, fût-ce une époque. Donc là-dessus, là aussi, je suis pour. Je suis pour aussi les refabrications de tous ces synthés ARP 2500 en tête. Il n'y en a pas eu beaucoup de produits. Et aujourd'hui, finalement, ça manque un peu. Et ceux qui les refont avec talent. Là encore, évidemment, on n'a pas. Là encore, on n'a plus les matrices qu'ils utilisaient à l'époque. Mais il y a d'autres façons de faire et qui ne sont pas déshonorantes. Voilà. Donc, go, le faire. Et pour les PPG, après, c'est une histoire de look et d'électronique à l'intérieur. C'est pas des électroniques dans tous les cas, à quelques modules près. Encore une fois, à quelques modules près. Je vais te parler en généralité. C'est pas des électroniques extrêmement compliquées. Une électronique extrêmement compliquée serait de mettre au point un module BOD, par exemple, hein, le shifter. Restant quand même d'une mise au point assez compliquée, et je vous cache pas, pour un intérêt qui est assez modeste à mon sens, mais il y a des gens qui se sont lancés dans la refabrication de ça. Les composants d'origine, on les a presque tous, donc on pourrait le refaire quasiment à l'identique et se prendre la tête au moment du réglage, je peux vous l'assurer. Il faut du temps.
Voilà. Donc du temps étant de l'argent, bien évidemment, ces modules ne sont pas gratuits parce qu'il y a vraiment de l'électronique derrière et qu'il faut faire le taf. Et que ce taf n'est pas gratuit et n'est pas donné non plus. Donc vous achetez, quand vous achetez un module en réfection, vous avez toujours aussi le temps que la personne a passé à le souder et à le mettre au point. Et ça, finalement, c'est du temps. Voilà. Et le temps, c'est de l'argent. Et puis vous avez aussi une autre partie que j'aime beaucoup moins, c'est l'industrie de la refabrication. Donc vous allez voir à peu près de qui je parle. Je ne vais pas citer son nom parce que cette personne-là a tendance à pas très bien réagir quand on cite son nom, qui fait des clones. Alors le mot clone est complètement galvaudé, un clone voudrait être à l'identique, et tout ce que sort cette personne, c'est tout sauf des clones, c'est des refabrications à la sauce Moog, à la sauce Roland, à la sauce ce que je veux. Et il s'est chopé un vilain procès avec Centaur. Il a refait la pédale Centaur en recopiant tout de A à Z, y compris le dessin, les fontes de caractères, en se disant moi je suis le roi du monde, je fais ce que je veux et je fais ça pour 40 balles. Bon, il a retiré ses pédales Centaur, parce qu'il y a quand même une justice dans ce bas monde qui, sur les aspects du commerce, qui intervient et qui arrête ce genre de processus, et c'est pas plus mal. Voilà. Alors maintenant, un mini Moog refabriqué par cette société, moi je veux bien, mais enfin bon, on a réduit le clavier, même on l'a enlevé même sur un autre modèle, on a mis une interface MIDI, ça c'est bien. Ça par contre c'est bien. Ça alors là, je peux dire... On a mis les boutons, c'est des potentiomètres tels qu'ils arrivent, on n'a pas fait vraiment de choix, on a fait une pseudo-qualité. Et quand on ouvre l'intérieur, il y a quelque chose qui frappe quand on ouvre l'intérieur de ces instruments-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vis. En fait, tout tient un peu par les boutons, quoi. Bon, ça va pas aller loin, voilà. Je vous le dis tout net, si on met des vis pour tenir les PCB et qu'on en met beaucoup, c'est parce qu'on sait que les instruments musicaux vibrent, ne serait-ce que dans l'ambiance sonore dans laquelle ils sont plongés dans un studio, ou alors ils sont bahutés, donc transportés d'un endroit à un autre, et qu'il faut donner ce qu'on appelle une rigidité à l'ensemble, et pour ça, vous avez la visserie qui est là pour ça. Et là, on n'en trouve pas beaucoup. Et c'est normal, parce que la visserie, ça se fait pas trop à la machine. Ça peut encore se faire à la main avec un petit pistolet. Donc c'est quelqu'un qui va être occupé quelques minutes sur chaque machine pour mettre des vis. Voilà. Et plus on met de vis, évidemment, plus ça prend du temps. Et puis si ça marche pas du premier coup, il faut redévisser, changer la plaque, remettre une plaque, et puis hop, et puis voilà. Donc voilà, on est dans l'industrie. Le marketing de cette société est épouvantable. Parce qu'il va chercher chez vous, avec le mot clone, tous les travers que peut avoir l'humain de le croire. Voilà. Je vous assure que ça n'en est pas. Voilà. Vous ne ferez jamais de petits séquenceurs sur un mini Moog. C'est bien de l'avoir mis, ça peut plaire, mais c'est pas un mini. C'est autre chose. C'est un synthé qui s'inspire de... Pas au point de remettre son nom dessus en modifiant légèrement les choses pour vous faire croire que vous êtes détenteur d'un authentique mini Moog cloné. Non, c'est pas vrai. Voilà. Ça me gêne. Voilà, ça me gêne parce que entre l'artisanat qui refabrique et l'industrie qui refabrique, l'industrie aurait beaucoup plus les moyens d'imiter et de faire bien que ne l'ont les petits artisans. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Alors faire un mini Moog à 500 balles, évidemment, ça fait rêver beaucoup de monde. C'est ce qu'on met sous un sapin de Noël pour un adolescent qui a bien travaillé à l'école. Là, aucun souci. Là, je suis aussi d'accord que ces synthés-là, si la passion n'est pas encore tout à fait au rendez-vous, ça peut mettre le pied à l'étrier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a créés. Après, vous n'en verrez pas beaucoup sur scène, parce que les artistes, ils sont bien conscients qu'il faut d'abord aider les marques qui conçoivent que les marques qui imitent. Mais ça, c'est normal. Voilà. Surtout pour des instruments comme des mini, il y en a eu quand même quelques-uns de fabriqués, et un artiste, s'il gagne bien sa vie, a de quoi se les payer. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc aujourd'hui, moi, mon opposition, elle va surtout sur cette société-là. Encore une fois, tout dépend du contexte.
Quelqu'un disait, je sais plus trop quoi l'autre fois, il dit ouais mais celui-là s'il tombe on n'a pas peur de le casser, s'il est cassé bon bah t'as perdu 500 ou 600 balles et puis tant pis t'en rachètes un autre. Bon c'est une façon de voir les choses, hein, mais enfin l'idée c'est déjà pas de les casser et l'autre idée c'est peut-être aussi de comment dire d'essayer que cette société soit un peu plus respectueuse. D'ailleurs à ce niveau-là la société n'en est pas à son coup d'essai, elle se chope assez régulièrement des procès, elle a même perdu des batailles, et c'est très bien ainsi. Hein. Moi en tout cas je suis relativement content qu'il y ait quand même un petit peu de justice par rapport à ça. Tous les brevets sont expirés, donc quand tous les brevets sont expirés, on peut les prendre, voilà, on peut les utiliser, on n'a pas de royalties à payer, on n'a pas de licences à acheter, ou qui peuvent être à la pièce ou au forfait, on n'a pas tout ça. Donc, il suffit de se servir dans la schémathèque, de mettre 2 ou 3 ingénieurs, au moins un ingénieur en électronique là-dessus qui va remettre un peu les composants au goût du jour, et un autre ingénieur qui va s'occuper, 2 ingénieurs généralement en tout cas, qui vont s'occuper de faire la maquette et l'industrialisation. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer une chaîne de production, après plusieurs essais bien évidemment. Beaucoup de synthétiseurs sont copiés. Bah, écoutez, moi je trouve dans ces domaines-là où il n'y a même pas le respect au point de prendre le nom sans en avoir respecté l'intérieur finalement de la machine et de coller déjà son nom dessus, ça c'est un peu aussi, voilà. Et de faire allusion au nom d'origine, moi je trouve ça un peu gonflé quand même, voilà. Dans un monde aujourd'hui, de toute façon, où tout est géré par l'argent, il est évident que mon discours est peut-être pas le bon par rapport à toutes ces personnes, mais de grâce, essayez quand même un peu, des fois, quand vous jouez sur un vrai Minimoog et un faux Minimoog, enfin un vrai faux, hein, on va dire ça, vous allez avoir des sensations qui vont être différentes, vous allez avoir un clavier Pratt qui va être pas très bien, mais qui sera lié à l'instrument, vous allez avoir aussi l'appréhension des boutons, comment de la façon dont vous allez les tourner, et là aussi, je vais rentrer dans un détail technique, vous avez les pistes. Alors les pistes, dans ces instruments-là, à l'époque c'était du Bourne ou du CTS, et vous aviez une pléthore de pistes différentes, c'est-à-dire très progressives, très linéaires, très logarithmiques, entre les deux, logarithmique inversé, enfin, vous en aviez pas mal de ces courbes. Ces courbes ont été utilisées dans les synthés, surtout dans les enveloppes ou des endroits comme ceci, un peu stratégiques, et ça a fait un petit peu aussi le charme de l'instrument. Ce charme-là, vous l'aurez jamais, parce que vous allez cette société en question, elle, quand elle fait fabriquer des potentiomètres linéaires de 10K, elle en fait fabriquer, je sais pas, 200 000, 400 000. Donc forcément, elle va pas non plus faire de l'épicerie pour des toutes petites choses. Mais c'est un sujet très sensible, hein, cette société. Il suffit d'aller voir sur ses différentes pages où il s'expose un peu. Il y a quand même des gens qui sont un peu comme moi, qui disent qu'il y va un petit peu trop fort et qu'il faudrait qu'il se calme un petit peu avec les superlatifs marketing et qu'il conçoive un peu plus. Quand on a une palanquée d'ingénieurs telle qu'il a, on peut concevoir. On ne peut pas forcément tout imiter. C'est un travail finalement qui n'est pas celui d'un faussaire, mais qui est celui d'un type qui reproduit des schémas et qui vous dit que vous achetez l'identique de ce qui a été fait il y a 50 ans. C'est pas vrai. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Voilà. Même en réadaptant un petit peu les composants à notre époque parce qu'ils sont plus au catalogue, c'est pas vrai. Voilà. Voilà un petit peu ma nouvelle position là-dessus. Donc moi je suis pour les artisans qui recopient et qui le font intelligemment. Voilà. Alors je regardais l'autre fois un truc, là je vais en parler brièvement, oui j'ai encore un petit peu de temps. Aujourd'hui quand même il faut se méfier. Alors les brevets expirés, ça pour Moog, pour toute la partie modulaire on le sait. Mais souvent, il y a quelque chose qu'on oublie un petit peu, c'est qu'on peut déposer
Peut-être pas dans tous les pays, parce que tous les pays ont son système de dépôt de brevets. Donc un brevet à l'international coûtera de toute façon beaucoup plus cher qu'un brevet français, par exemple. Hein. C'est l'INPI qui gère un petit peu tout ça, la propriété intellectuelle. Ben, c'est qu'après, si vous voulez pas être copié, vous pouvez. Il suffit de déposer, de fabriquer, attention, de fabriquer une fonte de caractères, une police de caractères, d'aller la déposer. Vous pouvez le faire, hein, ça vous coûtera un temps. Vous pouvez également faire fabriquer vos propres boutons et les faire déposer, donc ils ne seront pas exploitables. Personne ne pourra vous les prendre sous peine de procès et de contrefaçon. Bien évidemment, il y a également la disposition de la façade peut être déposée également, les couleurs, etc. peuvent être également déposées sur telle façade égale telle couleur, avec un dépassement de tel bouton. Si tout est documenté, c'est déposable. Donc attention, voilà, hein, on ne peut pas recopier non plus toujours n'importe quoi, et ces brevets peuvent être remis au goût du jour en refaisant un brevet, en modifiant des fois quelque peu un peu les choses et de repartir pour quelques années. Voilà un petit peu la chose. D'ailleurs, je signale un truc. À une époque, là, je crois qu'on n'en entend plus parler, il y a eu des faux RSF qui avaient été fabriqués quelque part en France, où la personne s'était permise de recopier le logo RSF sur ces modulaires, en fait, ces tiroirs modulaires qu'ils faisaient à l'époque. Voilà, alors ça, c'est la pratique la pire que je pense possible. Et surtout de les vendre sur Audiofanzine. Je pense que ça a été... La personne s'en est rendue compte. Je ne sais pas comment le conflit s'est terminé, mais ça, il ne faut vraiment pas le faire. Voilà. Si vous refaites des instruments, faites-les avec votre propre marque, faites-les bien. Voilà, c'est un peu le truc. Faites-les bien. Respectez celui qui a conçu le schéma, respectez celui qui a conçu la façade, etc. Mettez votre marque dessus. Si les brevets sont expirés, vous ne risquez rien, vous pourrez les commercialiser, mais ne faites pas des faux et ne faites pas semblant. Ne faites pas une électronique à la mort moelle-neu derrière qui va marchoter le temps que durera les rêves et les contes, mais faites plutôt des choses solides, belles, avec des vrais potentiomètres. Certes, ça coûte un petit peu de pognon, je suis bien d'accord, mais ce pognon-là, c'est celui que vous ne dépenserez pas dans le SAV. Voilà, n'oubliez pas que tout ce qu'on fabrique et ce qui est vendu est soumis à la garantie. Donc, si vous ne voulez pas avoir des réparations à outrance, eh ben, faites de la qualité et vous en aurez beaucoup, beaucoup moins. Sur ce, je vais aller faire un tour parce qu'il fait vraiment là, il fait vraiment très beau. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis voilà, donc on se retrouve pour de nouveaux épisodes quand il fait beau, comme d'habitude. Ciao!